Comment une forteresse, érigée pour résister à tout, a-t-elle pu tomber en moins d'une journée? Cette question fascine, interroge, et pour qui sait lire l'histoire, inquiète. Pour y répondre, il faut plonger dans les coulisses du choc entre tradition et modernité, entre la pierre et la donnée. Visualisez la dague d'acier. Un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie, fruit de près de 2 années d'efforts acharnés et de nuits sans sommeil. Imaginez des centaines d'engins de chantier, des milliers de bras, des convois de béton et d'acier convergeant chaque matin vers ce chantier titanesque. Inspirée des leçons les plus récentes de l'OTAN, la dague d'acier s'étendait sur des dizaines de kilomètres, serpentant à travers collines, vallées et bois, adaptant chaque mètre à la topographie locale. 3 anneaux défensifs, chacun conçu pour être autosuffisant, superposés à leurs pièges et obstacles. Le premier, une mer de mines antipersonnel et anti-chars, enchevêtrait plus de 1500 engins par kilomètre carré, allant des modèles à détection magnétique aux explosifs dotés de capteurs sismiques, capables de réagir au simple passage d'un pas lourd. Le second, un réseau de tranchées profondes, de bunkers en béton armé, de postes d'observation camouflés sous des filets thermiques, s'inscrivait comme la colonne vertébrale de la défense. Le troisième, en retrait, protégeait les réserves, les dépôts de munitions, les centres logistiques et les quartiers généraux, tous reliés par des galeries souterraines aussi larges qu'une route. Pour les experts occidentaux, cette ligne aurait dû résister pendant des mois entiers. Les simulations informatiques, les exercices sur carte, les projections tactiques prévoyaient un siège comparable à ceux de la Première Guerre mondiale. Des semaines, voire des mois de combats acharnés. On prédisait des assauts répétés, des pertes humaines incalculables, un coût démesuré pour chaque parcelle de terrain gagnée. La doctrine l'affirmait. Attaquer ce genre de rempart, c'est s'exposer à une hémorragie lente, gagner centimètre par centimètre au prix du sang, comme à Verdun ou lors de la bataille de la Somme. L'histoire militaire regorge d'exemples de fortifications jugées imprenables. Songez à la ligne Maginot française, célèbre pour ses dizaines de kilomètres de galeries et de casemates, ou à la muraille de l'Atlantique, que les Alliés durent déborder lors du débarquement de Normandie. À chaque fois, la forteresse semblait indestructible, jusqu'à ce qu'une faille, une innovation ou une audace tactique en révèle les limites. Pourtant, la réalité de la dague d'acier a pulvérisé ces certitudes. Ce qui semblait impossible s'est produit. La dague d'acier a cédé en quelques heures. Les chars ont traversé les champs de mines, les positions les mieux protégées ont été submergées. En moins de 24 heures, ce bastion n'était plus qu'une cicatrice sur la carte, une cicatrice qui racontait l'échec de la pensée linéaire face à l'innovation. Pourquoi un tel effondrement? La réponse n'est ni la supériorité numérique, ni la puissance de feu brut. Non. Tout repose sur une rupture radicale dans la manière de faire la guerre. L'information a supplanté la force. L'adaptabilité et la synchronisation en temps réel ont rendu obsolètes les murailles et les tranchées. Pour illustrer cette révolution, souvenons-nous de la bataille d'Hannibal à Cannes, où l'encerclement a vaincu la masse, ou de la Blitzkrieg allemande de 1940, où la mobilité et la coordination ont rendu caduque le concept de front continu. La dague d'acier, à son tour, fut victime d'une nouvelle rupture, la guerre réseau-centrée. Dans cette ère, chaque donnée, chaque image satellite, chaque signal intercepté devient une arme. Les certitudes d'hier se transforment en pièges mortels. S'enfermer dans les schémas passés, c'est ouvrir la porte à l'échec, même derrière les défenses les plus perfectionnées. Car la guerre moderne, et au fond, la vie contemporaine, ne pardonne pas l'immobilisme. Les leçons de la dague d'acier dépassent largement le champ militaire. Elles montrent que l'innovation, la rapidité et la maîtrise de l'information écrasent la tradition, quelle que soit sa solidité. C'est la même leçon qu'a apprise Kodak face à l'essor du numérique, ou Nokia submergé par les smartphones. L'adaptation est la seule garantie de survie. Mais que s'est-il passé concrètement lors de cette attaque éclair? Pour comprendre le basculement, il faut décortiquer chaque étape de l'assaut, revenir aux heures qui ont précédé la chute et aux choix qui l'ont rendu possible. Qu'est-ce qui conférait à la dague d'acier son aura de terreur,
sa réputation d'obstacle infranchissable. Jamais une ligne défensive n'avait autant fasciné ni effrayé, au point d'être érigée en parangon de l'art militaire occidental. Songez à l'effet psychologique de voir, à l'horizon, des kilomètres de dents de dragon, de réseaux barbelés et de bunkers hérissés. 18 longs mois d'efforts ininterrompus avaient été nécessaires. Des brigades entières, encadrées par les plus éminents ingénieurs venus d'Occident, s'étaient relayées jour et nuit pour façonner ce rempart. Non pas une, mais 3 lignes successives, chacune capable de tenir même isolée, s'imbriquaient sur une profondeur de près de 30 km. Chaque parcelle de terrain était transformée en piège mortel. Des milliers de mines tapissèrent le sol, formant des champs d'obstacles inextricables. Par-dessus, des barrières de béton, des réseaux de tranchées communicantes, des bunkers massifs et des postes de commandement profondément enterrés rendaient tout assaut frontal suicidaire. Les réserves, les munitions et la logistique étaient savamment dissimulés, à l'abri des frappes et des regards. Pourtant, la véritable puissance de la dague d'acier se cachait sous terre. Un réseau de galeries secrètes reliait chaque secteur, permettant le déplacement discret de troupes, de munitions et d'informations. Cette architecture souterraine assurait une coordination permanente, à l'abri de toute observation et des tirs ennemis les plus puissants. C'est la modernisation ultime de la guerre de siège, la mobilité dans la profondeur, la capacité d'envoyer des renforts là où la pression s'exerce. Sur le terrain, la couverture d'artillerie était sans précédent. Des batteries modernes, disposées selon une géométrie redoutable, étaient prêtes à écraser toute tentative d'approche. Aucun mètre carré n'échappait à leur vigilance. Chaque mouvement était anticipé, chaque attaque découragée par une pluie de feu. Pour mesurer la densité du feu, imaginez 40 canons pour chaque kilomètre de front, dont des pièces de 155 mm capables de tirer à plus de 25 km. L'ennemi devait traverser cet enfer, chaque attaque étant instantanément repérée, ciblée et écrasée. Les stratèges occidentaux étaient unanimes. Percer la dague d'acier exigerait au minimum 3 mois de combats acharnés, pour un coût humain et matériel insupportable. Cette forteresse semblait conçue pour annihiler toute velléité d'offensive classique. Les calculs les plus pessimistes tablaient sur un rapport de perte de 7 contre 1 en faveur du défenseur. Mais derrière la perfection apparente de cet ensemble, une vérité plus profonde se dessinait. Comprendre l'intelligence organisatrice de la dague d'acier, c'était admettre que la guerre moderne ne se gagne plus par la force brute, mais par l'information, la rapidité d'exécution et la souplesse de la pensée tactique. Négliger cette réalité, c'est risquer de sacrifier des ressources colossales, en vain. Pour illustrer, rappelons-nous l'exemple de la ligne Hindenburg en 1917, réputée imprenable, mais contournée et percée par la ruse et la coordination des Alliés. L'histoire est riche de ces moments où l'orgueil de la fortification cède devant l'imagination tactique. Et pourtant, alors que tous redoutaient un mur infranchissable, une faille inattendue se creusait ailleurs, discrète mais décisive, là où aucun regard ne s'attardait. Ce point faible, passé inaperçu des défenses occidentales, allait bouleverser tous les pronostics. C'est là que l'histoire bascule, et que la doctrine de la guerre réseau-centrée révèle sa supériorité. Et si le véritable champ de bataille n'était plus la terre, mais la donnée? Imaginez une guerre où l'ennemi ne perçoit même pas l'approche du danger, car le premier choc survient dans le silence des flux numériques, loin du vacarme des canons. Avant qu'un seul soldat ne s'avance, tout commence par une préparation minutieuse. Chaque renseignement est traqué, recoupé, trié. Satellites d'observation, essaims de drones, intercepteurs invisibles, agents infiltrés. Un réseau entier scrute, écoute, cartographie. Rien n'est laissé au hasard, ni à l'ombre. À titre d'exemple, des constellations de satellites comme Starlink, capables d'offrir une vue permanente et actualisée du front, sont mobilisées. Chaque camion, chaque déplacement d'escouade, chaque émission radio est enregistrée, analysée, intégrée à une carte dynamique. Progressivement, un double numérique de la défense adverse prend forme. Chaque position, chaque pièce d'artillerie, chaque dépôt reçoit son identité digitale. Coordonnées GPS, état, vulnérabilité, priorité.
le champ de bataille perd son mystère. Il devient une matrice limpide, où chaque fragment d'information éclaire une faille possible. Les données affluent, fusionnent, vivent. Ce n'est plus une carte, mais un tableau mouvant. L'ennemi, ses réserves, ses rotations de troupes deviennent lisibles en temps réel. L'illusion d'invulnérabilité se fissure. La prétendue forteresse n'est plus qu'un aquarium sous vigilance constante. La rupture ne commence pas dans la boue, mais dans les réseaux. Des semaines, parfois des mois avant la première frappe physique, la dissection numérique trace déjà le chemin de la victoire. Quand vient l'heure de frapper, le délai entre détection et neutralisation d'une cible se réduit à 2 ou 3 minutes. Toute réactivité s'effondre, la paralysie s'impose par l'omniscience. Ignorer cette guerre de l'information, c'est se condamner à ne traiter que les symptômes, jamais la source. C'est accepter le risque d'un effondrement soudain, car le véritable front est ailleurs, invisible, mais décisif. C'est, en somme, répéter l'erreur des commandants de la ligne Siegfried, qui négligèrent le renseignement et se retrouvèrent submergés en 1945. À ce stade, la césure est totale. Le pouvoir n'appartient plus à ceux qui tiennent les murs, mais à ceux qui voient à travers. Comprendre comment ce tissage tactique et technologique pulvérise la doctrine classique devient vital. Nul ne peut plus se réfugier derrière la masse ou la rigidité. L'agilité prime, la capacité à voir, comprendre et agir avant l'autre dicte l'issue. Mais comment cette fusion méthodique a-t-elle permis la percée de la dague d'acier? Pour le comprendre, il faut revenir à la veille de l'assaut, là où tout bascule. Imaginez un état-major où des opérateurs scrutent des écrans, ajustent des plans à la minute, synchronisent les mouvements de drones, d'équipes spéciales, de missiles à longue portée. Quand la technologie et l'agilité supplantent la force du nombre, que deviennent les bastions de béton et les certitudes forgées à l'ancienne? En quelques heures, les dogmes de la masse et de la rigidité s'effondrent. Les premières frappes, chirurgicales, visent les centres de décision, les réserves vitales, les réseaux de communication. Le silence s'abat sur les canaux adverses, coupant la tête du système de défense. Privés de leur coordination, les lignes autrefois invincibles se disloquent. Surgissent alors de minuscules groupes d'assaut, autonomes, hyperconnectés. Ils exploitent les brèches, s'infiltrent à l'aide de drones kamikazes, de brouilleurs, de systèmes de vision nocturne et d'intelligences artificielles embarquées. Guidés par des flux d'informations en temps réel, ils évitent à l'affrontement direct, contournent ou neutralisent les défenses, frappent là où on ne les attend pas. À titre d'exemple, lors de l'assaut, une douzaine de drones a été envoyée simultanément sur les relais de communication, coupant tout échange entre les postes avancés et l'état-major. Les bunkers, privés d'ordre, n'ont pas su réagir. Simultanément, des équipes munies de brouilleurs ont neutralisé les systèmes de guidage des munitions ennemies, ouvrant des couloirs à l'infanterie et aux blindés. L'effet domino s'installe. Chaque bunker isolé, chaque position privée d'ordre, devient une île assiégée, coupée du reste. La chaîne de commandement se délite, les unités s'égarent, le moral s'effondre. La peur circule plus vite que les messages officiels. En moins de 24 heures, la fameuse dague d'acier n'est plus qu'un souvenir, dissoute comme système cohérent. Le front se disloque, les lignes craquent. Des milliers de soldats déposent les armes, d'innombrables équipements sont abandonnés ou détruits, d'immenses territoires sont libérés en un temps record. En une nuit, la réputation d'invincibilité, bâtie sur des années de travail, se volatilise. Ce fut le même choc que lors de la chute de la ligne Bar-Lev en 1973, lorsque l'armée égyptienne franchit le canal de Suez en quelques heures grâce à des lances à eau et une préparation minutieuse. S'entêter à miser sur la quantité ou la rigidité, sans agilité informationnelle, expose à voir des mois, parfois des années d'efforts et de prestige anéantis en quelques heures. Ce n'est plus la force brute qui décide, c'est la vitesse d'adaptation, la fusion des intelligences humaines et technologiques, et la capacité à redéfinir l'affrontement. Ce succès fulgurant impose une question brûlante. La guerre, et peut-être même la société tout entière, vient-elle d'entrer dans une ère nouvelle? Celle où l'agilité, le réseau et la rupture redessinent toutes les règles. Les parallèles abondent. Dans l'entreprise, les startups disruptent les mastodontes en misant sur la rapidité et la donnée.
Sur Internet, ce sont les réseaux sociaux qui dictent l'opinion avant même le journal télévisé. Mais cette victoire n'est pas le fruit du hasard. Elle révèle une doctrine révolutionnaire où chaque capteur, chaque décision, chaque action s'intègre dans un vaste réseau adaptatif. Comment la dague d'acier a-t-elle pu tomber si vite et quelles leçons en tirer pour l'avenir? Que doit retenir toute armée ou toute organisation de la chute de la dague d'acier? Cette percée n'est pas qu'une victoire tactique. Elle bouleverse toutes les règles, redéfinissant ce qu'est la supériorité sur le champ de bataille. Première leçon. L'information règne. Voir, comprendre, décider plus vite que l'autre, c'est dominer. Bien avant le premier tir, la bataille s'est jouée dans l'ombre, grâce à des réseaux intelligents, des capteurs, des satellites et des drones, tous synchronisés comme un seul cerveau. L'ennemi, aveuglé dans sa forteresse, a perdu pied simplement parce qu'il ne savait plus où frapper ni comment se défendre. L'information, fluide et partagée à la vitesse de la lumière, transforme chaque donnée en avantage décisif. Prenons l'exemple de la guerre du Golfe en 1991. La coalition, grâce à une supériorité informationnelle totale, a pu frapper les centres névralgiques de l'armée irakienne, paralysant toute capacité de réaction. Deuxième principe. Rompre avec les vieilles habitudes. L'histoire militaire adore les murailles et les lignes Maginot. Mais ici, la victoire est venue de l'asymétrie, de la décentralisation et de l'audace. Les unités russes n'ont pas foncé tête baissée. Elles ont contourné, désorganisé, frappé là où on ne les attendait pas. La souplesse l'emporte sur la rigidité, la surprise sur la routine. Désormais, ce sont de petits groupes mobiles, autonomes, capables de décider localement grâce à un flux continu d'informations qui dicte le tempo. Regardons la campagne de France en 1940. Les armées alliées, figées sur la ligne Maginot, furent débordées par la mobilité et la surprise allemande, qui s'infiltra par les Ardennes, là où on n'attendait personne. Troisième point, l'arsenal intelligent. Chaque drone, chaque munition guidée devient un multiplicateur de puissance. Observer, frapper, corriger dans l'instant. Cette boucle brise la logique de masse et de sacrifice. La technologie n'est pas un gadget, c'est l'arme maîtresse de la guerre moderne. Drones de reconnaissance, munitions rôdeuses, systèmes électroniques. Ensemble, ils tissent un piège invisible, capturant le moindre faux pas adverse. Pour illustrer, lors de l'offensive, des drones ont détecté des mouvements de réserve, permettant des frappes ciblées avant même que l'ennemi ne déploie ses renforts. Ainsi, chaque action adverse était anticipée, neutralisée, avant qu'elle ne produise ses effets. Quatrième enseignement. Le combattant change de visage. Ce n'est plus seulement un soldat, mais un opérateur intelligent, connecté, polyvalent. Il doit manier la tablette aussi bien que le fusil, interpréter un flux de données comme une carte et décider à la seconde. Initiative, autonomie, coopération en réseau. Ces qualités font la différence. La hiérarchie pyramidale recule, laissant place à des structures distribuées où chaque acteur peut agir sans attendre un ordre venu d'en haut. C'est la logique de la Mission Command, adoptée par les armées modernes, où l'objectif prime sur la procédure, où chaque chef de groupe peut adapter la tactique en fonction du contexte local. Enfin, la victoire appartient à ceux qui savent tout coordonner. Terre, air, cyber, espace informationnel et psychologique. Plus de frontières, tout fusionne, chaque domaine renforçant l'autre. La guerre en réseau, c'est une synergie totale. Chaque action s'inscrit dans une stratégie globale, visible en temps réel par tous les acteurs. Qui maîtrise cette symphonie impose son rythme, forçant l'ennemi à subir et à agir trop tard. Mais le défi est immense. Appliquer ces leçons ou rester prisonnier du passé, c'est choisir d'aller de l'avant ou de se faire dépasser. L'histoire avance par rupture. Chaque percée annonce de nouveaux défis et la révolution de la dague d'acier n'est qu'un point de départ. Pour comprendre comment ces ruptures changent la donne, il faut revenir sur les premiers signes d'adaptation et sur ceux qui refusent de voir le monde changer. En pleine bataille, certains officiers, convaincus de la solidité de leur ligne, refusèrent de croire au rapport des postes avancés signalant des percées multiples. Cette cécité, cette incapacité à admettre la nouveauté, a accéléré l'effondrement.
Et si la clé du succès, c'était d'oser casser ses propres habitudes avant même d'affronter celles de l'adversaire? Prenons une pause, loin du fracas du front, pour réfléchir à ce que cette métamorphose tactique nous dévoile. La vraie puissance ne réside plus dans l'épaisseur des murs, ni dans la quantité de mines, mais dans la capacité à s'extraire de ses propres réflexes pour réinventer la partie, encore et toujours. La percée de la dague d'acier n'est pas née d'une force colossale ni d'un sacrifice aveugle. Elle a surgi parce qu'une pensée asymétrique a su repérer ce que tous ignoraient, relier des indices jugés sans lien, et surtout, exploiter l'information à une échelle que la doctrine classique n'imaginait pas. Ce n'est pas la puissance brute qui a renversé l'imprenable, mais l'alliance de l'intelligence artificielle, des drones et de petites unités autonomes, capables de frapper, de s'adapter et de s'effacer, tout en restant soudés par un réseau invisible. Observez bien, ceux qui persistent à répéter les méthodes d'hier, même bardées de fortifications, sont déjà dépassés. Désormais, l'avantage revient à ceux qui acceptent de lâcher la rigidité, d'investir dans l'analyse fine, la collecte de signaux faibles et la coordination instantanée. Cette règle ne vaut pas seulement sur les champs de bataille, elle s'étend à l'économie, à la technologie et jusque dans nos choix quotidiens. Le vrai danger? Attendre la prochaine rupture en croyant qu'elle vous épargnera. Celui qui ne questionne pas ses propres modèles, qui n'anticipe pas la prochaine mutation, sera la prochaine cible. Les murs les plus épais commencent toujours par se fissurer sous l'effet de l'information, bien avant de s'effondrer sous les coups. Ce qui a été vrai pour la dague d'acier l'est partout. Ce n'est pas la force cumulée qui décide de l'issue, mais la capacité à manœuvrer plus vite, voir plus loin, penser autrement. La puissance durable appartient à ceux qui osent douter, désapprendre et saisir chaque nouvelle vague de changement. Alors, que vous soyez dirigeant, étudiant, sportif ou simple citoyen, posez-vous la question. Quel schéma dois-je briser aujourd'hui pour ne pas rester prisonnier des certitudes d'hier? Dans la guerre comme ailleurs, la victoire se joue d'abord dans l'esprit, à la vitesse à laquelle on ose évoluer. Pour passer à l'action, voici quelques pistes concrètes, valables dans la guerre comme dans la vie professionnelle ou personnelle. 1. Cultivez l'observation et le doute. Questionnez toujours les évidences, cherchez les signaux faibles, formez-vous à la veille stratégique. Par exemple, dans une entreprise, mettez en place des outils de veille concurrentielle pour détecter les évolutions avant vos rivaux. 2. Décentralisez la prise de décision. Donnez du pouvoir à ceux qui sont au contact direct du terrain. Encouragez l'initiative locale. Dans l'armée comme dans une équipe de travail, c'est souvent à la périphérie que surgissent les solutions innovantes. 3. Investissez dans la technologie, mais aussi dans la formation humaine. Un drone ou un logiciel n'est rien sans un opérateur formé, adaptable, capable de comprendre la finalité de sa mission. Faites de la formation continue une priorité. 4. Développez la capacité à connecter les informations, à créer des réseaux transversaux. Multipliez les échanges, les passerelles entre métiers, services ou spécialités. C'est souvent à l'interface des domaines que naissent les ruptures. Enfin, 5. Acceptez l'incertitude et le changement. Préparez-vous à remettre en cause vos propres recettes, même lorsqu'elles semblent avoir fait leurs preuves. L'humilité face à la nouveauté est la meilleure arme contre l'obsolescence. Car la vraie morale de la dague d'acier, c'est que nul n'est à l'abri du prochain bouleversement. L'histoire n'est pas écrite d'avance, elle appartient à ceux qui, chaque matin, acceptent de se réinventer. Ainsi se clôt le mystère de la chute de la forteresse imprenable, non par la force, mais par la rupture, l'agilité et la lucidité. À chacun, désormais, de s'emparer de cette leçon pour ne pas être la prochaine dague d'acier, victime de ses propres certitudes.